pour les ruptures, par exemple, ils me disent, mais ça va, mais on voit, t'es heureux. Ouais, ça va, vous inquiétez pas. Mais alors qu'au fond, peut-être que c'est compliqué parce que t'aimais la personne. Ils disent, bah, mais non, ça va, Jérémy, ça va, ça va. Et c'est dans une soirée anodine 5 ans plus tard où tu leur expliques qu'au final, ça allait pas. Ils te disent, ah bon, pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais parce que c'est aussi difficile de. Même quand on est avec ses amis, il y a souvent, on est dans les vannes, on est beaucoup dans le jugement. On se dit, ah, mais si je dévoile ça, ça va sortir pendant des années, on va me tomber dessus. Alors que non, c'est naturel de ne pas être au top et d'avoir des sentiments négatifs, je pourrais dire, mais pas forcément. Désagréable en tout cas. Désagréable, voilà. Ouais. Mais moi, je travaille encore sur ça, mais je pense qu'il faut trouver le temps d'accepter de parler et de dire, ouais, là, ça va pas. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Chose Étrange, le podcast où on parle sans filtre de la vie affective, relationnelle, amoureuse et sexuelle. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pique un peu, voire beaucoup, voire très très beaucoup, puisqu'on va parler de la rupture et des ruptures. Alors comment rompre? Comment on s'en remet? Comment on vit une rupture? Comment on sait quand il faut rompre? Enfin, toutes les questions qui nous ont traversées, je pense, des milliards de fois. Et qui sont, même avec l'expérience, pas toujours évidentes, qu'on avait envie, avec Louise qui m'accompagne aujourd'hui, d'aborder ce sujet et de lui donner un peu de place. Louise, tu es déjà venue dans la saison 1, tu es une invitée plus qu'invitée. Tu représentes l'association En Avant Toutes. Peut-être que pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois et qui te découvrent et qui découvrent En Avant Toutes, peut-être que tu peux présenter En Avant Toutes et expliquer notamment votre chat et puis toutes vos actions qui sont formidables. Oui, bien sûr. Eh ben, En Avant Toutes, c'est une association où on parle d'amour, où on parle de relations saines et où on parle aussi à l'occasion de violences. Donc nous, ce qu'on a mis en place pour résoudre ces questions, c'est notamment des actions de prévention dans les collèges, dans les lycées, dans les établissements d'enseignement supérieur, parfois auprès du grand public. Voilà, on va voir les gens pour parler de tout ça. On a également un chat qui s'appelle commentons'aime.fr et qui permet à toute personne qui se pose des questions sur sa relation, qui ne sait pas si ce qui se passe dans son couple, c'est normal ou pas, voilà, de parler avec une personne qui va être professionnelle, qui va l'écouter avec bienveillance, qui va la conseiller et qui va ensuite lui proposer des ressources si elle le souhaite pour soit avoir des réponses, soit se sortir de là, si c'est de ça qu'elle a besoin. Et puis, depuis 1 an maintenant, on tient une ligne d'écoute pour les étudiants, les étudiantes qui sont en situation un peu de mal-être dans les études, qui peuvent être en galère de logement, qui ont besoin de parler avec quelqu'un. Ça s'appelle la CNAE, c'est disponible au 0800 737 800 et tous les étudiants peuvent nous appeler pour avoir des ressources. Voilà. Et donc, moi, c'est Louise Delavier, je suis la directrice des programmes de cette structure. Merci beaucoup, Louise. Surtout que les questions de santé mentale, quand tu dis les étudiants ou les étudiantes qui ne vont pas très bien, les questions de santé mentale et de relations sont jamais très, très loin les unes des autres, généralement. C'est ça. Donc, avoir comme ça une ligne d'écoute ou un chat, si on est plus à l'aise avec le fait d'être derrière son ordinateur, c'est super précieux. Et voilà, c'est des gens qui sont formés. Voilà. Je ne saurais que, et je sais que je le recommande souvent dans les émissions et dans les épisodes, donc voilà, je ne saurais que recommander le chat d'En Avant Toutes. Et puis, nous avons 3 personnes avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter peut-être les uns les unes les autres, donner votre prénom, votre âge. Et puis, pour vous lancer un peu sur cette thématique de la rupture, j'aimerais bien que vous nous partagiez la première fois où vous avez senti qu'il y avait une relation qui allait se terminer. Est-ce que, si vous vous projetez dans ce moment-là, est-ce que vous vous en souvenez déjà? Ou est-ce que c'est trop loin pour l'identifier? Voilà, peut-être la première fois où vous avez senti que ça partait un peu en sucette. Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 22 ans et la première fois que j'ai senti que ça allait, que c'était en train de partir, c'était quand j'étais en première, j'avais 17 ans et j'avais été pendant 1 an avec une fille que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Mais j'étais à un moment de ma vie où j'allais pas du tout bien. Psychologiquement, j'étais très affaibli en quelque sorte.
Et, en fait, la passion partait un petit peu. Il y avait de plus en plus de problématiques et moi, je sentais que je pesais sur cette personne. Et ça s'est terminé un dernier jour de vacances qu'on avait fait ensemble. On avait parlé sur un banc à part de nos amis. Et voilà. Trop bien. J'ai évidemment plein de questions. Je vais laisser les autres se présenter, mais il y a déjà beaucoup d'infos dans ce que tu viens de nous donner, Robin. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Erel, j'ai 21 ans. Et mon premier souvenir de truc qui dégringole un peu, j'avais 17 ans. Et c'était mon premier vrai copain de la vraie toute première fois. Le vrai premier copain, quoi. Trop fier et tout. Et ça, c'était... il était addict à la drogue, à la weed, en l'occurrence. Et c'est ça qui a été un peu le déclencheur de mon envie d'arrêter, parce que j'avais juste une place qui était plus celle d'une copine. Soit j'allais être une mère, une infirmière, une aidante, mais j'étais plus à une place à laquelle j'avais envie d'être, quoi. Donc c'est à ce moment-là où j'ai senti que il fallait changer quelque chose dans ma vie. Mais du coup, ça a été assez tôt cette espèce de statut du sauveur, là. Ce truc qu'on ressent, je l'ai eu dès ma première relation, quoi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup, Erel. Bonjour, moi je m'appelle Jérémy, j'ai 22 ans. Et moi je pense que ça remonte quand j'avais peut-être 13-14 ans. C'était une relation, j'étais au collège, peut-être lycée, j'ai plus vraiment les périodes. Mais au bout d'un an, peut-être on réalise on n'est pas dans la même école, on est à un moment de nos vies, on se construit. Et il y a tellement d'autres facteurs où on se dit on n'est plus vraiment compatible, on n'a plus les mêmes chemins. Et donc au final, on sait qu'il faut terminer cette relation pour le bien des deux. Donc c'était aussi un premier amour. C'est ça. Première rupture, premier ça. amour. Souvent ça va ensemble. Oui. Ça se tient. Ça se tient. Jusque-là, ça se tient. Ok, justement, c'est intéressant parce que vous avez naturellement glissé sur les raisons qui ont fait que cette histoire-là, à ce moment-là, s'est arrêtée. Comment vous avez identifié à ce moment-là? Donc, Erel, tu as commencé à se dire, ok, à cet endroit-là, cette relation n'est plus possible. Comment vous avez identifié les signaux? Comment on prend la décision, en fait? Je me lance. Vas-y. Pour partir sur le même sujet, je crois que le signe, c'était que... Donc moi, à l'époque, je n'avais jamais fumé. On va parler de cette drogue, hein, du coup. Voilà, je me lance sur... C'était le sujet du moment, donc voilà. J'avais jamais fumé, je touchais pas à ça. J'étais assez sage, on va dire. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une vraie différence de vécu, en fait. Et que moi, je ne comprenais pas tout ce que ça impliquait, déjà, parce que j'avais pas eu cette expérience-là. Et je pense que si j'avais vécu la même chose que lui, j'aurais complètement continué d'être avec ce garçon, parce que on aurait été dans le même bateau, quoi. Sauf que moi, ça me faisait du mal de le voir comme ça, de le voir addict à quelque chose. Et en fait, je pouvais pas laisser couler. Et quand j'ai compris que j'arrivais pas à faire avec, je me suis rendu compte que la place, du coup, ne serait pas la bonne et que ça aurait été que quelque chose de l'ordre de l'infirmière ou de l'aidante, enfin, qu'en fait, c'était pas une place de copine qui va avec, quoi. Mais c'était un truc où ça allait contre parce qu'on n'avait pas le même rapport au monde, à la vie, à la manière de s'amuser, de se détendre et tout ça. Et en fait, c'est l'idée de comprendre que c'est plus on peut plus avoir une place qui nous convient, quoi. Et c'est ça qui a mené petit à petit à la fin, et ça s'est fait ensemble, du coup. Mais je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est cette envie. En fait, j'avais envie d'être à un autre endroit, quoi. Je savais que je voulais pas être cette copine-là. Je savais que je voulais pas être la chieuse, en fait. Genre que je voulais pas être celle la rabat-joie de service. J'avais pas envie, quoi, de ça. Donc je me suis dit, en fait, si ça, c'est pas possible, on va faire autrement pour le bien de tout le monde, quoi. Donc j'avais déjà, à l'époque, je pense qu'à l'époque, je savais déjà qui j'avais envie d'être pour les gens. Et certainement pas une mère pour un mec plus âgé que moi, en plus, pour le coup. C'est hyper fort ce que tu dis, parce qu'en fait, tu as mis très tôt une limite. Une limite pour toi et aussi pour lui.
Enfin, quand même, tu décris pas quelque chose qui est anodin, tu décris un rapport à l'addiction, mais aussi à une substance qui est pas forcément, voilà, qui peut avoir des tas d'effets. Et je trouve ça fort que tu aies eu cette capacité à penser pour toi et à agir pour toi. Et tu parles d'agir pour lui, mais je trouve que tu as aussi beaucoup agi pour toi. Et peut-être que c'est ça une des premières pistes de la rupture, c'est quand on met une limite, et je trouve ça extrêmement sain. Et hyper mature, parce que Ouais. j'avoue que tu avais 17 ans, c'est ça? Ouais, j'étais en terminale. Ouais. Donc à 17 ans, tu peux avoir aussi ce truc, mais comme tu dis, soit de sauveuse, et puis surtout si tu es très amoureuse, si c'est ton premier amour, tu peux aussi t'attacher à l'image de ce premier amour et que tu n'as pas envie de quitter, parce qu'il Oui. y a la personne et puis il y a la relation qui peut être aussi très difficile à quitter, quoi. Bah, tu vois, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup nous sur notre chat avec notamment des jeunes, surtout des jeunes filles qui viennent nous parler et qui nous disent qu'en fait, elles ont tellement une image du couple qui est hyper forte, hyper cristallisée autour de c'est l'amour parfait, il faut jamais que ça se termine, c'est l'homme de ma vie. Nous, on a des filles parfois au collège qui nous disent ça, qui nous disent bah, quand on se met en couple, de toute façon, c'est pour se marier, et même quand tu as une première relation à 16 ans. Et du coup, elles vont avoir tendance, et c'est très lié, je pense, aux stéréotypes de genre qui enseignent aux filles justement à être des infirmières, à être des épouses, à être des mères, à aller jusqu'au bout, à aller essorer cette relation, quitte à ce que ça soit pas bon pour elle, quitte à ce que ça soit pas bon non plus pour les copains, parce que lui, il méritait aussi qu'on mette une limite, je pense, et peut-être que ça l'a aidé. Je sais pas si tu as encore des contacts avec lui aujourd'hui, mais parfois ça aide aussi qu'on nous mette à nous des limites en disant ton comportement, voilà, moi, il y a des choses qui me conviennent pas, donc peut-être que ça ne convient pas dans l'absolu. Donc, et pourtant, il y a des gens qui n'arrivent pas à rompre pour ça, et parfois, là, pour le coup, ça mène à des choses qui peuvent être pas saines du tout, voire violentes. Et pareil, Robin, toi, tu disais, en tout cas de ce que j'ai compris, tu disais j'étais pas bien à ce moment-là. Et donc, j'ai l'impression que tu as eu un besoin de préserver l'autre aussi, quel a été le déclencheur dans cette première rupture? Déjà, clairement, cette rupture, ça n'a pas été que de mon initiative. Enfin, ça n'a pas été de mon initiative, mais j'ai été d'accord, plutôt d'accord quand c'est arrivé. Ouais, mon sujet passé, actuel des relations amoureuses, c'est que je suis dépressif. Et alors là, actuellement, je suis pas en phase dépressive et c'est super, c'est trop bien. Mais j'ai eu tendance à beaucoup m'oublier dans des relations amoureuses, à aussi beaucoup imposer à un âge où j'avais des problèmes d'addiction, à des drogues, une enfance de débauche. Ouais, ces problématiques-là, ces deux problématiques allaient ensemble et ont vraiment bousillé des ruptures. Alors, moi, avec. Mais du coup, voilà, ma question que je me pose beaucoup en ce moment aussi, c'est comment éviter ces problèmes-là. Déjà, il y a les problèmes d'addiction qui sont réglés. Mais ouais... j'ai trop senti ce poids que j'étais dans une relation, dans plusieurs relations d'ailleurs, et j'ai pas du tout envie que ça recommence. Ok, donc toi il y a vraiment un truc aussi de santé mentale et comment allier ton sujet de santé mentale sans le faire peser sur l'autre, et en même temps on sait aussi que une relation de couple ça peut être d'un grand soutien, et trouver cet équilibre entre le soutien et j'allais dire la dépendance, c'est pas le bon mot, mais en tout cas ne pas faire reposer sur l'autre l'entièreté de notre bien-être, quoi. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Et Jérémy, toi, du coup, cette première fois, toi, tu disais il y a un moment où on a senti qu'on prenait des chemins un peu différents, différents. Oui. Et je pense que ça, il y avait aussi l'argument de la maturité. À ce moment-là, on va dire le Jérémy de cette époque n'était pas mature du tout. Ça se voyait dans mon comportement, de mes agissements. Et même émotionnellement, il y a beaucoup de choses où aujourd'hui, je peux plus facilement parler de moi ou être plus ouvert. Et à l'époque, j'étais plus centré sur ma personne que celle des autres. Donc, peut-être qu'avec du recul, il y a des actions que j'aurais pu faire pour que ça s'améliore ou pour au moins essayer de faire le maximum. Peut-être que je ne l'ai pas fait. Et ça s'est ressenti et ça a entraîné aussi la fin de la relation. Mais je pense qu'aussi sur le moment,
peut-être que j'étais pas prêt, on va dire. C'est le mot que je dirais, j'étais pas prêt. Et après, ça m'a fait grandir avec du recul, on voit les erreurs. Et voilà. Et en même temps, c'est super intéressant de ne pas rester à tout prix dans une relation et de se dire... Parce que dans ce que vous dites tous les trois, enfin, ça s'est fait à deux, hein, ça se fait toujours à deux, il y a un moment. Même quand la décision vient de l'un des deux, ça se fait à deux. Vous avez su vous dire, cette relation-là, elle doit s'arrêter pour les raisons qui sont les vôtres. Est-ce que vous êtes déjà resté un peu... Est-ce que vous avez déjà fait traîner comme ça des relations où vous sentez que... on est dans un truc qui coince un peu, mais on a envie de s'accrocher. Et si oui, pourquoi on reste, tu vois? Est-ce que ça vous évoque des relations passées? Je pense que tout dépend, parce qu'il y a un moment, on peut sentir on est peut-être à la rupture, mais je pense que ça passe aussi par la communication. Il faut parler avec son partenaire et voir aussi son point de vue, où on en est, parce que peut-être on est vers un moment compliqué, mais en discutant, on peut trouver des solutions à deux, grandir, évoluer. Mais même si en discutant, on voit que les chemins sont vraiment pas identiques, c'est là où on se doit, pour le bien des deux, il faut arrêter, je pense. Moi, c'est pas du tout dans mon caractère de laisser traîner les trucs. Donc non, ça ne m'arrive pas. Ça ne m'est, je crois, jamais arrivé. J'ai pas du tout vécu beaucoup de relations longues pour une de ces raisons-là, qui est que je déteste avoir la sensation de subir dans ma vie, de manière générale, sur tous les plans. Et du coup, il y a un truc très de l'action qui fait que même, c'est l'inverse, c'est que parfois, je peux couper court à des choses assez brusquement parce que je supporte pas l'idée que ce qui se passe là est pas du tout en accord avec mes valeurs, en accord avec ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que moi, le truc de je laisse rien traîner trop. Mais j'ai déjà eu ce truc de... je vais essayer de formuler ma pensée, mais de m'acharner sur des relations qui ne sont pas encore existantes, c'est-à-dire des gens qu'on rencontre, avec qui on sent qu'il peut se passer quelque chose et tout. Et ce truc de persévérer et persévérer et persévérer pour essayer que ce truc se fasse concrètement, qu'on ne se voit pas qu'une fois toutes les 2 semaines, mais que vraiment il y a un truc à construire et tout ça, oui, par contre. Le truc d'acharnement vers quelque chose pour se prouver à soi-même que si, c'est vrai, ça va se faire et tout ça, par contre, je l'ai déjà vécu. Mais c'était pas dans une relation actée, quoi. Dans un truc de ce truc est à construire et si je sens vraiment qu'il faut et tout. Et non, en fait, non. Si tu forces, c'est qu'il y a un problème. En fait, juste, ça sert à rien, quoi. Mais non, laisser traîner des trucs qui entachent, non, pas trop. Ok. Voilà. Robin, toi, est-ce que tu as déjà l'impression d'être resté dans une relation où tu savais qu'il y avait des signaux qui étaient a priori, qui sentaient un peu la fin, mais tu restais? Et si oui, pourquoi? Alors moi, en général, dans ma vie, j'ai à peu près la même vision que ce qui vient d'être dit. Mais il y a juste eu une relation où effectivement, sur une relation relation couple, ça a duré 4 mois. Et sur ces 4 mois, j'ai dû mettre entre 1 et 2 mois à quitter la personne. Et je l'ai fait plusieurs fois. Mais... C'était une relation qui était effectivement très toxique dans le rapport aux volontés de chacun. Moi, j'étais pas très bien considéré dans mes volontés, mes limites ou quoi. Et j'étais face à une personne, et je me suis rendu compte après, qui était... j'avais jamais croisé une personne comme ça avant, mais qui était très manipulatrice et qui vraiment demandait énormément d'attention. Et moi, ayant été... donc j'ai eu beaucoup ce complexe d'être l'infirme en quelque sorte dans cette métaphore d'infirmière. Et là, c'était un peu moi l'infirmier, elle allait pas du tout bien. Et en fait, l'écosystème en quelque sorte de la relation m'a énormément freiné à cette rupture parce que j'avais déjà l'impression d'être responsable pour la personne. Et c'est à tel point que dernière rupture, j'ai dû la porter pour la dégager de la porte d'entrée pour pouvoir sortir. Voilà. Est-ce que tu évoques en plus, là, en plus dans ton histoire, toi, tu dis que ça te faisait
à un moment du bien d'être celui qui s'occupe d'eux, parce que Ouais. ça changeait un peu l'habitude que tu avais dans tes couples précédents. Bah, même dans mes relations amicales, j'ai toujours beaucoup aimé m'occuper des autres et c'est à tel point que j'ai dû revenir dessus un peu plus tard pour faire bon, c'est cool de s'occuper des autres, mais Ouais, tranquille. mais il faut rester bien ancré sur ses besoins, parce que c'est vrai que dans la rupture, une des raisons parfois qui fait qu'on reste, c'est qu'on a peur de faire mal et on a peur que l'autre, comme tu dis, peut-être s'écroule parce qu'on sait, tu t'as parlé de responsabilité. Et c'est important de se rappeler qu'on n'est pas responsable entièrement de l'autre. Oui, moi je trouve que c'est très important dans tout ce que vous avez dit. Les ruptures, c'est normal que ça soit un peu long des fois. En particulier quand on vit des relations longues. Bon, là vous êtes jeune, imaginez des couples qui sont mariés depuis 10 ans. Parfois, c'est des processus. Voilà, c'est pas un jour on dit, enfin ça peut, mais un jour on dit je te largue et puis c'est terminé. Souvent, voilà, on fait un peu des allers-retours, on peut prendre le temps. Et je dis ça aussi peut-être pour rassurer celles et ceux qui n'oseraient pas le faire ou qui se diraient ça prend trop longtemps, etc. Le fait de pouvoir initier la discussion, puis revenir un petit peu dessus, puis rester parce que finalement c'est un peu confortable. Et puis ensuite, voilà, ça permet à chacun aussi de faire son chemin. Et j'ai envie de juste dire que c'est pas très grave que ça soit, que ça prenne un peu plus de temps. Et je trouve que dans ce que tu as décrit, il y a aussi, faut faire aussi attention quand des gens abusent de cette gentillesse qu'on peut avoir ou de ces égards. Et il peut arriver que la rupture doive être un petit peu plus nette, quitte à, comme tu l'as dit, sortir physiquement la personne de chez soi. Je pense que quand ça devient trop malsain pour nous, là, tu as mis une limite franchement très claire. Et bravo de l'avoir fait. Parce que tu as fait ce qui était bon pour toi et voilà, donc il n'y a pas de règle et pour autant c'est important d'identifier à un moment donné ce qui est bon pour soi et de le mettre en place, évidemment toujours en respectant l'autre, et parfois ça crée du conflit et ça c'est pas forcément grave. Et ouais, c'est clair. Et surtout que c'est un exercice un peu de funambule. C'est difficile entre ce truc de... parce que parfois, on peut se dire c'est hyper égoïste, en fait. Je vais rompre alors que je sais que l'autre va être au fond du seau. Voilà, je porte la personne en dehors de chez moi et je claque la porte. Tu vois, tu peux avoir l'impression d'être extrêmement dur. Et en même temps, c'est parfois au contraire très courageux et plutôt très sain de mettre fin à des relations. Et puis pour cette personne, je sais pas dans ce cas-là, mais si on imagine ce type de situation, ça leur fait du bien aussi aux gens parfois qu'on leur mette des limites et qu'on leur dise en fait là cette relation où tu es dépendante de moi, ce n'est pas une relation saine pour moi, mais ça n'est pas une relation saine pour toi non plus. Donc parfois c'est aussi un geste de maturité et c'est rendre un service aussi d'arrêter des relations même quand elles demandent beaucoup de dépendance, beaucoup d'engagement. Ça peut être aussi beaucoup plus sain et beaucoup plus juste comme geste. Tu allais dire quelque chose, Robin ? Oui, juste apporter la nuance que c'était moi qui devais sortir et je ne l'ai pas sorti. C'était bien de poser cette nuance. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Et justement, est-ce que vous pensez qu'on peut rompre sans blesser l'autre ? Parce que je pense que c'est aussi un frein qu'on peut se mettre en mode je vais lui faire du mal en fait, et du coup on essaie d'élaborer des stratégies pour faire en sorte que le processus soit le moins douloureux possible. Mais si on se pose vraiment la question, à partir du moment où on est l'initiateur ou l'initiatrice, est-ce que vous pensez qu'on peut rompre sans faire mal en fait ? Sans provoquer des émotions douloureuses en tout cas. Je dirais que ça dépend il y a la manière. La manière est importante, mais comme on a pu l'expliquer, ça dépend aussi des gens, parce que j'entends souvent de mes amis, il y en a, ils le font par message, d'autres on appelle, d'autres ils ont peur d'aller en face à face, parce que, comme on a pu l'expliquer, voir la personne peut-être pleurer, souffrir, c'est pas un sentiment parce qu'on a aimé cette personne, on a eu des sentiments forts pour elle, et la voir souffrir parce qu'on met fin à cette relation, ça peut être compliqué. Donc, je dirais pas qu'il y a de bonnes méthodes, mais peut-être être le plus direct possible, ne pas mentir ou se cacher derrière des arguments. Je pense pour les deux, savoir la vérité, ça peut être bien. Et essayer d'être le plus franc possible, pas passer par des chemins cachés. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de cet acte de franchise dans le moment de la rupture ? Parce qu'il peut y avoir aussi, tu sais, ces phrases un peu toutes faites, le c'est pas toi, c'est moi. On va pas se mentir, on l'a tous à un moment posé cette phrase, qui est tellement horrible quand tu la reçois parce que, enfin non, c'est pas toi, c'est moi, c'est forcément un peu de toi, quoi. Il y a forcément un peu de ce que tu représentes et de ce que tu es qui n'est pas
ce que je recherche. Du coup, ça s'est un peu essayé justement. Pour moi, c'est typiquement le truc où t'oses pas trop être sincère et franc parce que t'as peur de faire mal, tu vois. Bah, je pense que dire là, je vais rompre avec quelqu'un, c'est prendre une décision, quoi. Et cette décision-là, il y a un truc aussi où il y a des choses qui ne nous concernent plus. C'est-à-dire que à partir du moment où moi, je décide de dire que c'est fini, je peux pas tout englober par mes bras. Il y a un truc aussi où la personne, elle reçoit comme elle reçoit. Ça dépend pas de moi. Tout ne dépend pas de moi à partir du moment où je prends cette décision-là. Et on peut essayer de faire le mieux qu'on peut, c'est-à-dire être honnête, être empathique, prendre le temps, accorder du temps aussi. Par exemple, on ne rend pas avec quelqu'un si on a un rendez-vous Enfin, il y a un truc de respect de si là, je décide de prendre une décision que tu n'avais pas envie de prendre, je vais t'accorder le temps qu'il faut pour que tu reçoives et pour qu'on en discute. Déjà, ça, c'est super important. Mais aussi, il faut ne surtout pas dire à la personne, mais surtout ne m'en veux pas, ne sois pas triste. En fait, non, la personne, elle reçoit comme elle reçoit. Et bien rompre, c'est aussi laisser l'autre réagir à ça. Et c'est accepter que l'autre réagisse mal à ça. Et en fait, il y a un truc dans l'acte courageux de la rupture, parce que c'est courageux de dire à quelqu'un, là, non, on va s'arrêter là. Le courage, c'est aussi de recevoir et de pas censurer la réaction, quoi. Et de laisser l'autre vivre sa colère, et d'être en mode, ok, t'es en colère, est-ce que tu veux que je reste? Est-ce que tu veux qu'on dorme ensemble? Est-ce que tu veux qu'on aille se balader? Est-ce que tu veux que je m'en aille? Pour moi, ça, c'est-à-dire donner toutes les possibilités à l'autre de gérer comme il le sent et laisser réagir, en fait. C'est horrible de se sentir, je pense, bridé dans ce qu'on est censé ressentir. C'est-à-dire... on a tous déjà entendu, enfin moi j'en ai déjà entendu des tombe pas amoureuses, t'attaches pas trop, non mais sois pas triste. En fait non, ça sert à rien. Il y a pas, enfin de dire à l'autre comment ressentir les choses, c'est ça qu'il faut juste éviter. Et je pense que si on évite ça, on rompt pas trop mal. Mais dans tous les cas, ça tâche un peu quoi. Enfin ça peut pas, non ça peut pas être tout. Non, c'est évidemment qu'il y a un moment où ça pique. Enfin je veux dire, ce serait trop facile sinon. Faut accepter que ça pique, quoi. Et il faut laisser piquer comme on peut. Je pense que c'est un peu ça l'idée. C'est ce que je ressens, en tout cas, dans les ruptures. Je suis super d'accord sur ce que tu dis de laisser la personne en face vivre son émotion. Ça vaut de toute façon dans tout, émotion positive et émotion négative. C'est bien ce qui nous appartient. Moi, j'ai même eu tendance à dire, si t'as envie de pleurer, te retiens pas. Vas-y, que ça coule un peu. En plus, il y a ce truc chimique de... c'est réconfortant de pleurer, quelque part. Ça fait circuler l'émotion, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, pour des ruptures, quand c'est moi qui suis à l'initiative, j'essaye toujours d'être en face de la personne. C'est le plus dur pour moi parce que je suis très très empathique et du coup je me prends de plein fouet toutes les émotions de l'autre, mais en même temps j'ai en quelque sorte besoin de cette vérité. Et parfois ça arrive aussi une rupture avec j'ai pas réussi à te dire ça pendant la relation, j'ai pas réussi à faire ça pendant cette relation pour arranger les choses avant ce moment fatidique. Et donc, il y a ce besoin d'honnêteté et de vérité, quoi. Un message, je peux y réfléchir, je peux le reprendre. Un appel aussi, je peux cacher du non-verbal. Là, je pense que moi aussi, dans une rupture, j'ai besoin de pouvoir y mettre le non-verbal et être vrai dans ce qui se passe, quoi. Vous donnez des si bons conseils. Je trouve que c'est extrêmement juste. Tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'on peut rompre sans faire mal ? Je ne crois pas que ça soit nécessaire ni même souhaitable. Je pense que de toute façon, rompre fait mal parce que l'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est un sentiment d'élection, on pourrait dire. On a choisi quelqu'un où on lui a dit, voilà, c'est toi, maintenant c'est toi. Mais en fait, dans la vie, c'est toi pendant un moment donné, jusqu'à ce que ça soit plus toi, en fait, ou jusqu'à ce que... T'es en train de briser l'amour éternel, là.
Spoiler alerte. Et je crois que pour une relation longue, d'ailleurs, on choisit que ça soit toi, mais le toi différent, le toi de 20 ans, le toi de 40 ans, etc. Et donc, le moment de la rupture, c'est au moment où on annonce que c'est plus toi. Donc ça, évidemment que ça fait extrêmement mal. Et je trouve que c'est très juste ce que vous avez dit, parce que vous avez amené des éléments extrêmement importants qui sont finalement constitutifs du respect qu'on peut avoir pour quelqu'un. Être franc, vous avez dit, puis vous avez aussi dit laisser l'autre vivre son truc. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Je pense qu'on peut dire toutes les vérités, et d'ailleurs qu'on doit les dire, dès lors qu'on fait quand même un minimum attention à comment la personne va se sentir, comment elle va réagir. Dans le bouquin, il y a un chapitre justement qui s'appelle « Comment rompre ?» et qui parle de ça, qui parle du fait que parfois, pour initier une rupture, on peut avoir peur parce que, en se disant que pour nous-mêmes, c'est une réalité qui est brutale, on peut avoir tendance à le dire un petit peu brutalement et du coup à faire très mal. Nous, on voit beaucoup ça, notamment par l'éducation genrée chez les garçons, d'aller le dire un petit peu brutalement, comme ça on est débarrassé, et puis elle pleure, et puis de toute façon les filles elles font que pleurer, donc voilà, ça va le ficher, etc. Il peut y avoir un petit peu cette tendance-là, mais je trouve que l'amener avec une discussion, dire voilà, est-ce qu'on ferait pas le point sur notre relation, tu t'as bien senti, il y a peut-être des trucs qui vont pas, amener ça comme ça permet aussi peut-être à l'autre personne de reconnaître aussi que la relation et finalement presque tomber d'un commun accord sur la décision de la rupture, ça peut être très doux par exemple. Et tu as tout à fait raison quand tu dis en effet rompre alors qu'on est dans la voiture et qu'on va passer 7 heures ensemble pour aller au Cap Ferret, c'est pas cool. Pouvoir laisser moi il y a du temps ceci pour pleurer dans son coin, mais laisser la possibilité à l'autre de partir, de s'isoler, etc., c'est quand même un égard. Ou même dans le livre, je donne l'exemple, partir à 3 heures du matin, enfin rompre avec quelqu'un à 2 heures du matin alors qu'il habite à 3 heures et que c'était le dernier métro, ça se fait pas. Enfin voilà, il y a des égards à avoir, et donc faire attention à ça, ça peut être aussi un geste qui nous réconforte et qui réconforte l'autre. Ouais, tu parles du livre qui s'appelle du coup Comment on s'aime, hein, c'est vrai qu'on l'a pas introduit. On l'a pas introduit, donc je le montre à la caméra et on le mettra bien sûr dans les ressources, qui est effectivement un super bouquin avec des entrées par questionnement. Donc justement, il y a la question comment rompre. Et effectivement, vous donnez plein de... Enfin, tu vois, Irel, quand tu dis poser la question à l'autre, en fait, lui donner sa part dans ce truc qu'il subit ou qu'elle subit, c'est tellement précieux de ne pas projeter sur l'autre ce que nous, on aimerait recevoir. Genre, moi, j'aimerais claquer la porte et partir. Et dire, est-ce que tu veux que je reste ? Est-ce que tu veux que je parte ? Est-ce que tu veux un câlin ? Est-ce que tu veux, au contraire, que je fuis le plus loin possible ? C'est super important et nécessaire de le redire, je pense. Et d'ailleurs, si on se sent pas prêt, de dire voilà, moi là je me sens pas de te faire un câlin, mais si tu veux, je peux faire je sais pas quoi, t'amener un thé. Enfin, on peut aussi donner des alternatives qui peuvent être très très douces, même si on est à bout et même s'il y a des choses qu'on se sent pas de faire. Mais je rebondis là-dessus parce que ce que je voulais dire, c'est que de rompre par sa propre volonté, c'est-à-dire quand c'est pas d'un commun accord, quand on dit là c'est moi qui vais rompre, ça implique, ce choix implique un devoir. Un devoir de s'adapter en fait, et concrètement moi ça m'est arrivé je m'attendais pas à ce qu'il y ait une rupture, mais bon bref, ça s'est fait, et ça s'est fait de ma part ce soir-là, et en fait il était tard et j'étais chez ma copine, donc mon ex-copine à l'époque, et en fait je suis rentrée chez moi à pied toute seule tard la nuit, mais parce qu'en fait il y a un truc aussi où là c'est pas de moi dont il s'agit. En fait, il y a aussi un peu de ça. Il y a un truc de... Là, il n'était pas question qu'on dorme ensemble. Moi, j'ai pris cette décision qui lui a fait du mal. Et puis, il y a un moment où il faut juste se mettre en retrait dans ces situations-là. Et puis, vivre sa tristesse de son côté, avec ses amis, tranquille, dans son coin et tout. Mais il y a aussi ce truc de savoir faire passer l'autre avant, dans une rupture. C'est arrêter de l'aimer correctement. Et c'est continuer de lui montrer qu'en fait, on s'est aimé. Et une rupture qui se fait correctement, c'est aussi une preuve d'amour dans un sens. Enfin, absolument. C'est une belle fin d'histoire. C'est aussi, c'est important quoi. C'est ce qui marque. C'est parfois ce qui marque le plus en fait dans une histoire, une rupture. Et le faire. Et ça peut être beau. Et ça peut être beau. Et ça peut être poétique. Et ça peut se faire par la sexualité parfois. Enfin, il y a plein de manières de faire. Mais c'est dommage d'arrêter d'aimer correctement la personne parce que du coup c'est fini, donc en fait on se respecte plus quoi. Enfin, je veux dire, ça implique une certaine forme d'engagement.
aussi de rompre, je trouve. Oui, tu as entièrement raison et ça fait partie de notre vie d'humain. Tout à l'heure, Jérémy, tu parlais justement de la maturité, du fait que voilà, les relations aussi, elles s'arrêtent et que ça peut être bien dommage. C'est aussi tout à fait nécessaire que les relations, elles s'arrêtent en fait. Les relations, toutes les relations ont un cycle de vie. Elles commencent, elles évoluent et puis un jour, elles meurent. Et en fait, on grandit aussi par notre capacité à vivre ce cycle et à en apprendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en apprendre toujours quelque chose. Et donc, plus on s'entraîne et plus on se légitime à le faire sainement, à accepter finalement, à pas essayer d'occulter cette histoire qui finalement, c'est quand même sacrément mal fini, donc on n'a plus trop envie d'y penser, mais se dire, ok, là j'ai fini cette relation comme une merde, bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai appris, comment j'évolue, comment la fois d'après je fais pas pareil, ça fait tout à fait partie de notre vie humaine et c'est important aussi de chérir ces moments. Ouais, et puis moi, tu vois, ça me fait même du bien de te l'entendre parce que moi qui ai du mal avec les fins en Ouais. général, j'aime pas ça, hein, tu vois. Donc Ouais, quand ouais. tu dis toutes les histoires ont une fin, je trouve ça hyper dur, je trouve ça hyper triste. Je dis, oh, mais non, peut-être pas toutes. On peut faire un 2. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de dire que c'est OK, en fait, c'est le cycle normal. Après, comme tu dis, RL, il y a des façons de faire, on a une responsabilité dans la façon dont on le fait, etc. etc. Et c'est vrai que du coup, et tu l'as évoqué, même quand on est l'initiatrice de ces ruptures, il y a beaucoup de tristesse, en fait, des deux côtés. Comment vous essayez de passer cette phase, en fait, de deuil, en fait, de la relation, quoi? C'est quoi vos petits doudous de rupture? Ah, c'est la vie tout simplement. Quand on arrive dans cette phase compliquée, faut faire ce qu'on aime. Donc c'est aller travailler ou aller en cours, être avec ses amis. J'irais éviter d'y penser, même s'il y a toujours quelque chose qui va nous y amener. Mais moi, pour ma part, c'est le sport ou la musique. Je sais qu'à ce moment-là, tout est en pause. Je pense à rien, c'est à côté. Après, quand ça s'arrête, le problème revient. Le vide n'est jamais très bon dans ces moments-là. Non, mais oui, faites une activité qui vous plaît et qui vous fait penser à autre chose avec des gens que vous aimez aussi. Ça peut vous aider. Ouais, donc toi, tu as tendance à être dans une activité positive pour toi, en tout cas. Donc C'est ça. la musique, les potes. OK. Moi, il y a ce truc de les fins de relations, ou alors parallèle un petit peu spécial, mais de vie de quelqu'un qu'on a aimé. Ces fins-là, en fait, me ramènent à une sorte de processus de deuil. Et en fait, je ressens pas mal, souvent, le besoin de la pause, d'avoir des moments calmes où se retrouver, ou réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc., etc. Ça, c'est un petit peu mon étape travail. Et après, les doudous, c'est effectivement le sport et la création. En fait, j'essaye de reprofiter de ce temps que je mettais pas mal dans une relation pour, je sais pas, développer un nouveau projet ou quoi. Et j'ai aussi le penchant de peut-être un peu beaucoup trop de sexualité. Un exutoire. Voilà, oui. Bien sûr, dans le respect de tout le monde. Hein. J'espère. Mais ouais, voilà mes petits doudous, mes petits vices. Les amis, hein. En Mm. vrai, moi je me suis jamais sortie d'un problème de vie sans mes amis, vraiment. Je suis de celles qui, quand ça va pas, se tournent vers les autres. Enfin, je me carapate pas toute seule, donc parler. Ayez un ami qui sait écouter 35 000 fois la même histoire sans vous dire non mais ça va, les redis-moi, j'ai pas tout compris, vas-y, je t'écoute. Ça c'est les meilleurs, qui les connaissent par cœur dans tous les sens, mais il faut en reparler parce que si c'est quand même important, parce que si je t'ai pas dit qu'en fait ce détail là, enfin bref, voilà, c'est ce type d'amis là très précisément. Ouais, moi discuter, enfin et être même sans rien faire, juste être en compagnie des bonnes personnes, moi ça m'aide beaucoup. C'est comme ça que je gère les crises. Et sinon l'art, l'expression de artistique, moi je gère très souvent mes ruptures ou mes traumas avec des textes, quoi. J'écris beaucoup, je fais de la musique et c'est souvent ma manière de passer à la suite, quoi. Si j'ai écrit une musique, si j'ai écrit un texte, si j'ai posé autre part que en moi ce qui s'est passé, c'est un peu mon top pour laisser couler, quoi. Il y a un truc avec l'expression artistique qui est ultra importante dans
dans la manière de gérer les crises de manière générale. Ouais, mais c'est pas pour rien. En fait, ça fait pareil. On parlait de circulation des émotions. C'est pas pour rien qu'il y a tant de chansons d'amour qui sont écrites sur des ruptures. C'est que ça fait circuler l'histoire, ça fait poser l'histoire, accepter, avancer quoi, dans le deuil. Et effectivement, le truc des amis, c'est très, très vrai. C'est parce que c'est ces phases où, tu vois, quoi que tu fasses, là, j'ai un verre rouge et je vais me dire, ah, ce verre rouge, ça me fait penser à... Et de pouvoir me tourner vers Louise et dire, tu te souviens, le verre rouge? Oui, je me souviens. Tu as tout à fait raison. Et le fait d'avoir cette indulgence, de s'autoriser à ressentir des émotions qui sont des émotions difficiles, je crois que c'est un truc très, très, très important. Pour moi, le fait de ne pas s'autoriser, d'avoir peur de ces émotions difficiles, c'est ce qui fait qu'il y a de la violence dans le monde, je pense. Je crois que c'est justement le fait de laisser les émotions traverser, de regarder peut-être, je sais pas, dans son corps, qu'est-ce que ça fait la tristesse, où est-ce que ça m'affecte, est-ce que c'est dans la poitrine, est-ce que c'est dans la gorge, voilà, de pouvoir s'autoriser à l'observer comme ça permet aussi de mieux le comprendre et de ne pas en avoir peur. Et la prochaine fois qu'on sera le cœur brisé en 1000 morceaux, eh ben, on aura un tout petit peu moins peur de ce qui se passe. Et je crois que ça fait partie des choses qui sont vraiment mais éminemment nécessaires et pour ensuite transitionner vers l'art, la musique, les potes, le sexe, tout ce que vous avez dit, qui sont aussi des moments de mouvement. Mais je crois que les moments de retranchement et d'immobilité sont aussi particulièrement cruciaux et ça peut être important de ne pas les négliger. Si on n'arrive pas trop à le faire, parce que ça peut être aussi... On n'est pas dans une société qui nous encourage très fort à ça. Donc, si c'est difficile, ne pas hésiter à aller voir un psy, par exemple, qui peut nous aider dans ces moments-là à justement ressentir dans un espace qui va être l'espace de la séance thérapeutique et donc un espace qui est contenu, qui n'est pas n'importe quoi, qui déborde pas quoi. Les psys sont formés à justement contenir ces émotions. Ça peut être une piste. Moi, c'est clair que ça me parle de ouf. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter que la tristesse pouvait être une émotion chez moi. Ouais. C'est-à-dire que... Et c'était, tu vois, mon système éducatif, genre, non, c'est bon, on te laisse pas aller, on avance, move on. Donc, du coup, j'étais plus dans le côté hyperactif, tu vois, on passe à autre chose, on passe. Ouais. Et j'avais l'impression que si j'étais triste, le risque, c'est que j'allais m'écrouler et ne jamais plus me relever, tu vois. Et du coup, empêchant, tu vois. Sauf qu'il y a un moment, la tristesse, il faut qu'elle s'exprime quelque part, parce que sinon, ça fait des trucs chelous à l'intérieur. Et donc, il m'a fallu une petite thérapie, tu vois, pour poser ces formes. Ah, bravo. Merci. Comme quand on avance, il faut toute une vie. Hein. Mais justement, à propos de ce truc de tristesse, moi, j'avais envie de vous passer un extrait de Call Me By Your Name. Vous avez vu ce film ou pas? Alors, si vous ne l'avez pas vu, c'est un chouette film à regarder parce qu'il est très sensible justement sur les émotions qu'on vit. C'est l'histoire d'Elio qui vit un été avec ses parents alors je sais plus, c'est en Italie. C'est en Italie. Hein. J'allais dire c'est en France ou en Italie, je sais plus. En Italie. Et donc il y a vraiment ce truc de l'été avec ses premiers amours voilà, ses premiers amours parce qu'il y en a un deuxième. Et donc il y a vachement de trucs de ressenti. Et donc je vous spoil un peu, mais en tout cas il y a un discours avec son père, un extrait que j'aimerais bien qu'on écoute parce que ça parle justement de sentiments après la rupture, si on peut le lancer. On doit s'arracher tellement de nous-mêmes quand on veut guérir plus rapidement, que l'on doit parfois déposer le bilan à 30 ans, qu'on a moins à offrir chaque fois qu'on fait de nouvelles rencontres. M'est obligé à ne plus rien ressentir, dans l'espoir de ne plus souffrir. Quel gaspillage. Pour l'instant, il n'y a que de la douleur, du chagrin, mais ne les tue pas. Ça tuerait en même temps la joie que tu as éprouvée. Il lui explique ce truc très beau de dire en fait on a parfois tendance à vouloir évacuer la tristesse à tout prix, ne pas lui laisser de place et en fait plus tu évacues la tristesse, plus tu nies la joie que tu as pu ressentir dans l'histoire. Et donc moi ça m'a vachement touchée cette phrase-là en se disant c'est vrai qu'en fait il y a un moment, ce grand moment de beauté que tu as pu avoir dans une relation amoureuse, là, peut-être que c'est le grand moment de désarroi et de tristesse, c'est que les faire vivre tous les deux, c'est faire vivre l'histoire. C'est un peu ce que tu dis aussi sur la responsabilité de la rupture. En fait, c'est aimer jusqu'au bout que de ressentir cette tristesse-là, qui est probablement à la hauteur de l'amour que tu as porté à la personne, quoi. Et que dans la clôture, il y a aussi ce besoin-là. Et puis si tu prends un peu de recul, sur les choses, quand tu vois un ami triste, quand tu as un ami à toi qui ressent une profonde tristesse,
est-ce que tu te rends compte de l'empathie qui émane de toi et de l'énergie que tu déploies pour faire en sorte qu'il aille bien? Ce truc qu'on ne fait, ou en tout cas que moi, je fais quasiment jamais chez moi. C'est-à-dire que accepter la tristesse d'un ami, c'est un truc qu'on fait tous, pour laquelle on ressent vraiment beaucoup de... Enfin, on déploie de l'énergie, quoi, pour accueillir cette tristesse, on la juge jamais. Et c'est fou que pour soi, on soit autant critique sur cette émotion-là. En tout cas, j'essaye d'apprendre à le faire de moins en moins, mais il y a quand même une énorme différence dans ce truc de... Enfin, il y a du jugement de mais pourquoi je vais mal, c'était pas si important, puis c'était pas si grand. Qui n'a la aucun intérêt. minimisation de l'émotion. Jamais tu juges un pote qui est triste en mode mais tu devrais pas être triste, c'était pas si ouf, c'était pas une histoire autant. Pourquoi tu jamais tu fais ça. Tu vois. Pourtant, tu le fais tout le temps sur toi, alors que on s'en fout en fait. T'es triste, donc viens là, je te fais. Il y a pas besoin d'analyser cette tristesse. Ça n'a aucun intérêt en vrai. Mais on le fait jamais pour nous. Moi, la première en vrai. C'est vrai que ma dernière rupture, j'ai eu énormément de potes, en fait quasiment je crois tous mes potes, qui m'ont fait mais de toute façon elle était pas cool avec toi, c'était une connasse, bon, voilà, parce que j'ai nié en bloc, bien sûr. Mais ouais. Ça ne t'aide pas. Est-ce que ça t'avait aidé à ce moment-là? Non. Pas du tout. Au contraire, je suis plus dans la démarche de non, mais alors il y a un contexte, tu vois, et du coup tu te mets à expliquer tout ce qui s'est passé 1001 fois et sans vraiment expliquer ce qui se passe en toi, quoi. Bah, c'est l'enfer parce qu'on nie ton émotion et en plus on te dit grosso modo t'as été déjà un peu con de rester si longtemps, tu vois, donc c'est l'enfer, c'est double peine quoi. Non seulement je suis triste mais en plus on me dit que je suis con, tu vois, il y a un moment c'est très doux, merci. Justement, vous, qu'est-ce qui vous a fait du bien dans les ruptures de la part soit de la personne qui vous a quitté, soit de potes qui vous ont entouré, qu'est-ce qui vous ont, tu vois, des mots qui font du bien à entendre? Alors déjà peut-être dans l'option quand on est quitté, et qu'on puisse être bien quitté. Pour ma part, moi, je rebondis à ce qui a été dit avant. Moi, c'est une question d'image où j'ai beaucoup de mal encore, et je le sais encore, à exprimer mes émotions. C'est que, entre guillemets, j'ai l'image du gars toujours souriant, qui aime bien vivre, qui est là, qui est présent. Et montrer cette sensibilité, c'est quelque chose... j'y arrive pas encore, j'essaye de travailler dessus, mais montrer aux gens, je dirais pas faible, mais qu'on n'est pas... aussi solide qu'on le montre, je pense que c'est dur. Ouais. Et pour les ruptures, par exemple, ils me disent, mais ça va, mais on voit, t'es heureux. Ouais, ça va, vous inquiétez pas. Mais alors qu'au fond, peut-être que c'est compliqué parce que t'aimais la personne. Ils disent, bah, mais non, ça va, Jérémy, ça va. Et c'est dans une soirée anodine 5 ans plus tard où tu leur expliques qu'au final, ça allait pas. Ils te disent, ah bon, pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais parce que c'est aussi difficile de... Même quand on est avec ses amis, il y a souvent, on est dans les vannes, on est beaucoup dans le jugement. On se dit, ah, mais si je dévoile ça, ça va sortir pendant des années, on va me tomber dessus. Alors que non, c'est naturel de ne pas être au top et d'avoir des sentiments négatifs, je pourrais dire, mais pas forcément. Désagréables, en Désagréables, tout cas. voilà. Ouais. Mais moi, je travaille encore sur ça, mais je pense qu'il faut trouver le temps d'accepter de parler et de dire, ouais, là, ça va pas. En fait, tu parles de vulnérabilité. C'est ça. C'est comment être vulnérable avec ses potes, notamment, c'est hyper dur. Et je trouve en particulier dans des contextes masculins, mais pas uniquement. C'est particulièrement difficile et c'est tout à fait normal que ça soit long, que ça soit une quête. On l'est tous à des niveaux différents. Ça peut être vis-à-vis de ses émotions, ça peut être vis-à-vis, je sais pas, de ses maladies, ça peut être vis-à-vis de sa famille, etc. Qu'on a des différents niveaux de vulnérabilité et souvent on les masque aussi par préservation parce qu'on a pu grandir dans un contexte où c'était pas OK d'exprimer ces choses-là, parce qu'on n'a jamais vu ses parents le faire, parce que les gens sont ce qu'ils sont et parfois c'est très mal accueilli. C'est ce que tu décrivais tout à l'heure quand tu essaies de te confier et qu'on te dit qu'on nie un petit peu tes émotions, etc. C'est pas facile. Donc en effet, ça prend du temps et ça prend de la précaution aussi de se montrer vulnérable et c'est chouette aussi de le faire par petits bouts, par étapes. Oui, je suis d'accord. Et puis précieux de le dire là déjà, parce que j'imagine qu'il y a probablement des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis et qui se diront putain, ouais, moi aussi j'ai un petit chemin à faire. Et comme tu dis, c'est un long chemin et puis c'est le chemin d'une vie. Et je pense que
trouver des relations, alors que ça soit justement quand on rompt, et donc dans une relation de couple ou des relations amicales où on peut exprimer une vulnérabilité, c'est super, super, super précieux, quoi. C'est le goal ultime dans les relations, de pouvoir C'est se clair. dire, en fait, je suis pas bien du tout, j'ai envie de chialer, j'ai envie de me mettre en boule sur un canapé, mais j'aimerais bien que tu restes là avec moi. C'est quand même très, très cool, quoi. Très, très cool. Mm. Vous, qu'est-ce qui vous a fait du bien, potentiellement, justement, dans des ruptures où vous vous êtes dit... Je me fais dégager, mais en revanche, c'est une forme pas agréable dans quelque sorte. Moi, c'était ma dernière rupture. Il y avait une grande forme de respect. Ça s'est passé très très vite, par contre. Mais j'ai senti toujours cette bienveillance dont elle avait toujours fait preuve avec moi. Elle a été honnête de bout en bout. À tel point qu'il y a certaines choses, je me suis dit, j'aurais bien aimé ne pas savoir. Ah là, tu peux t'arrêter sur le... Ouais, c'est bon. Et il y a aussi ce truc de vulnérabilité, de faille de vulnérabilité, où sur le moment, j'étais en mode, ok, d'accord, je comprends très bien, non, mais pas de souci, ça va bien se passer, non, mais puis c'est vrai, c'est plus raisonnable, etc., etc. Et j'arrivais à la bouche de métro. Du coup, je dois y aller, il est 23h, j'ai 1h30, enfin 1 heure de transport. Et là, je me brise en 1000 morceaux, je lui tombe dans les bras en pleurant, grosses larmes. C'était très très dur. Et même là-dedans, en fait, voilà, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit des mots réconfortants, honnêtes toujours. Et c'est à tel point que, enfin, elle a été tellement honnête que on s'est revus il y a pas si longtemps que ça pour un peu un débrief 2 ans plus tard, quoi. Et elle m'a dit, mais en fait, j'ai eu peur que tu crois que j'étais pas honnête ou quoi. Et non, c'était quelqu'un qui l'a tellement été partout avec tout le monde que voilà, ça fait du bien, on n'en doute pas quand ça. Ouais, la sincérité quand même. Ressentir la sincérité et l'empathie, en tout cas la bienveillance. C'est une vraie forme de respect. Ouais, carrément. Toi, RL, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait du bien à entendre dans ces moments-là? Moi, à chaque fois, c'est des ruptures qui arrivent. Souvent dans ma vie, c'était souvent des débuts d'histoire, quoi. Donc, c'est pas forcément les ruptures qu'on entend. Elles sont tout aussi valables en termes de peine et tout. Ça reste de la rupture. C'est un sujet que je voulais aborder ici parce qu'on n'en parle pas trop. Mais les histoires qui ont failli être des histoires et puis qui s'arrêtent avant, ça fait très mal en vrai. Ça fait mal d'une autre manière, quoi. Mais c'est aussi des choses qu'il faut accepter. Et moi, ça m'arrive, c'est le schéma qui m'arrive le plus, quoi. C'est souvent des débuts, des amorces, quoi, de quelque chose, quelques petits mois ou quelques instants. Et finalement, non, ça s'éteint avant que ça ait commencé. Mais ça reste des ruptures, en vrai. Bien sûr. Et moi, je pense que ça a été des formes de tendresse, des preuves de tendresse après coup. Genre, une copine qui m'a... Enfin, cette femme qui m'avait un peu quittée, quoi, qui avait pris de mes nouvelles quelques jours plus tard, qui avait suivi un peu... c'était pas une rupture trop brutale, quoi. De la tendresse de comment tu vas, ça m'intéresse vraiment de savoir. Est-ce que t'as... Enfin, un truc de suivi de suivre la personne, de dire en fait ça s'arrête pour certaines raisons mais c'est pas pour autant que ta vie ne m'intéresse plus ou que ta santé mentale ne m'intéresse plus. Donc je pense que ça a été bénéfique, des preuves de tendresse, je crois. Ouais, puis d'accorder à l'autre, tu le disais Louise, un peu de temps en fait, parce qu'on parle de deuil, mais parce que parfois quand c'est extrêmement brutal et qu'il y a vraiment un avant-après et qu'il n'y a plus aucun contact, tout ressemble à un deuil. Ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent, et moi à des moments, sous certaines formes, c'est aussi bien de couper les ponts, et c'est important, mais ça dépend des relations. Mais c'est vrai que le truc qu'on ressent quand c'est une histoire qui était en train de se faire, qui était en train de naître, et que finalement non,
c'est des choses qui sont encore plus dures c'est un deuil qui est encore plus dur à faire parce qu'on nie ce qui se passe. Parce qu'on est en mode, non, mais il s'est pas vraiment passé quelque chose, donc je devrais pas vraiment être triste. Super important ce que tu dis, parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose, on peut juger d'être autorisé à la tristesse en fonction du temps qu'a duré la relation. Et c'est hyper important que tu le dises, parce qu'en fait, il y a un moment, l'amour et les émotions, elles sont tout aussi valables, qu'elles durent 2 minutes, 2 mois, 4 mois ou 6 ans. Évidemment qu'il y a des trucs en jeu qui peuvent être complexes au bout de 6 ans et que tu n'as peut-être pas au bout de 2 mois, mais après, les émotions, elles sont là, elles sont fortes. Et en plus, les débuts d'histoire peuvent partir très vite, mais oui, très fort. Complètement. Et c'est pas parce que on est à l'étape, tu vois, où c'est l'explosion, l'étape un peu de la lune de miel, et du coup, quand toi, t'es dedans et que tout d'un coup, boum, on te ferme la lune de miel, elle peut être très violente aussi. Mais moi, j'aurais aimé savoir à quelques moments de ma vie que, en fait, c'est pas parce que j'ai passé une soirée incroyable, puis, je sais pas, 2 semaines avec quelqu'un, et qu'en fait, ça s'arrête. J'aurais aimé savoir que j'avais le droit d'être triste, en fait. J'aurais aimé savoir qu'en fait c'est tout aussi valable, et que c'est pas parce qu'on n'a pas passé 3 ans ensemble que moi j'ai pas projeté des choses, parce qu'on projette tous à des moments, et ces projections là et le fait qu'elles meurent dans l'œuf, quoi, elles font mal. C'était pas la vie qui s'est passée, mais c'est quand même des trucs que ton cerveau a créé, quoi. Et en fait, si on te permet pas de le vivre, c'est une forme de violence, quoi. Il y a un truc qui s'arrête avant que ça ait commencé, et c'est une frustration. Et c'est important de se laisser aller mal, même quand c'est pas 3 ans de relation, quoi. Oui, tu as tout à fait raison. Et en plus, dans ce que tu décris, il y a quelque chose qui peut faire particulièrement mal, notamment chez les encore plus jeunes, dans les relations très, très adolescentes, qui est la question du rejet. C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux dans un moment où on se construit une appartenance à un groupe, où on ne se connaît pas encore forcément parfaitement, où on n'a pas tous ces repères de à quel groupe j'appartiens, qui m'aime vraiment, etc. Et nous, c'est vrai qu'on voit parmi ce que je vais appeler les adultes, je fais des guillemets avec mes doigts, les adultes autour qui ont un regard sur les relations adolescentes et qui se disent « Non, mais ça va, elle fait la meuf qui a le cœur brisé alors que ça fait 15 jours. » Mais ça fait si mal. Les relations adolescentes qui, même quand on est en 4e et que ça fait 2 semaines c'est les pires ruptures, moi je trouve, parce qu'on n'a pas encore les armes émotionnellement pour les questionner, pour aller mieux. Il peut y avoir le jugement des autres, il peut y avoir parfois même les moqueries qui vont avec ce système qui peut être le système scolaire, cette petite société, ce petit théâtre. Donc je trouve, s'il y a un conseil aussi qu'on peut donner aux ados, c'est vivez vos trucs comme vous les vivez, et c'est normal si ça fait très mal, et aux parents, respectez que vos enfants aient extrêmement mal, même si vous avez l'impression que la relation n'était qu'une amourette. Nous, la plupart des gens qu'on voit sur le chat, ça peut être des ados parfois très jeunes, qui nous décrivent déjà des vraies relations, et puis même si elles sont courtes, même si on n'a pas encore couché ensemble, etc. Et puis des relations qui peuvent aussi contenir des choses extrêmement concrètes comme de la violence, par exemple. Donc c'est très important de prendre ces relations au sérieux et d'accompagner des jeunes qui n'ont pas encore les armes pour vivre toutes leurs émotions. De les accompagner aussi dans cette émotion-là. Ouais, panier ce sentiment, parce que le sentiment adolescent, c'est aussi de se dire, en fait, j'aimerais jamais plus personne comme j'ai aimé là. Et c'est d'ailleurs vrai. On ne m'aimera plus. Et on ne m'aimera plus. Donc, c'est d'une grande violence à ressentir. Donc, effectivement, je pense que très bon point, RL, de faire un focus là-dessus. Il n'y a pas une question de durée, de hiérarchie entre les relations. Le vécu d'une rupture, il est le même, quoi qu'il arrive. Et puis donc, des fois, on se sépare après 20 ans et on est bien soulagé. Voilà, il y a des ruptures qu'on fête. Bon, voilà, tu vois, comme quoi. Donc, toute légitimité. En tout cas, on est les mieux placés pour savoir ce qu'on vit. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de s'entourer de gens qui respectent ça. Et donc, si quelqu'un ne vous renvoie pas ça, passez votre chemin et allez voir quelqu'un d'autre. Oui, j'allais dire, de toute manière, ne pas respecter les émotions des gens, c'est généralement pas une bonne idée. Not OK du tout. Est-ce que justement, tu as commencé à le dire, est-ce que vous auriez un conseil pour des ados ou des plus jeunes qui vivent leur première rupture et qui sont probablement à 6 pieds sous terre, et donc déjà on est avec vous. Si on pouvait, on vous ferait un câlin. Mais qu'est-ce qu'on aura envie de leur dire et qu'est-ce qu'on aurait voulu entendre, nous, quand on a vécu notre première rupture? C'est dur, hein? C'est super dur comme question. Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? J'aurais dit que l'amour, ça fait mal. Mais
il y aura d'autres occasions. C'est pas parce que tu as perdu quelque chose à ce moment-là que tu vas pas le retrouver avec une autre personne, que ce sera pas meilleur. Ça sera jamais identique, mais faut pas avoir peur d'être blessé. Il faut même accepter et se donner des nouvelles chances et ne pas rejeter l'amour, même si à un moment il nous a fait très mal. Moi, je crois que ça aurait été aime-toi tout autant. Il y a ce truc que j'ai appris à construire il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve que c'est même important quand on arrive dans une relation, parfois, de s'aimer comme le compagnon ou la compagnonne. La compagne, pardon. La compagne qu'on aura toute notre vie, parce que concrètement, il n'y a que la mort qui ne te séparera de toi-même. Celui-là, c'est l'amour éternel, pour le coup. Voilà, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Donc, traite-toi aussi bien que tu traiterais quelqu'un que tu aimes. C'est beau. Si je parlais au moi adolescent, c'est plus simple de le figurer comme ça. Je lui dirais que dans tous les cas, tu vis la période la plus dure de ta vie. T'inquiète, ça ira. Déjà, tout va aller bien. Ça sera mieux parce que tu seras avec des gens qui te ressembleront et que, en vrai, plus tu vis des expériences, plus tu sais à quoi t'attendre, moins ça pique. Et pourtant, j'ai que 21 ans, mais en fait, en 3 ans de vie, après le lycée et tout, tu les revis, ces mini-ruptures, ces mini-histoires, et tu reconnais. Et tu reconnais les schémas et tu dis « Ah, ok, ça, je savais. » Donc, en fait, ça fait moins mal. Et c'est ok ton monde s'écroule et tout, c'est normal. C'est ok. Mais plus les choses vont avancer dans ta vie, plus tu reconnaîtras ces trucs-là. Et moins ce sera des montagnes, en fait. Parce que l'expérience de la vie, c'est reconnaître ces choses et se rappeler que « Ah, ok, ça faisait ça. Ah, ok, j'ai fait comme ça pour aller mieux. Bon, bah, je vais faire ça maintenant, ça ira plus vite. » Et puis, en fait, il y a un truc de... C'est le principe de l'expérience, quoi. C'est que des ruptures, plus t'en fais, plus tu sais faire. et en fait, ça va aller, tu quoi. vas pas jusqu'à les aimer, généralement. Non, mais il y a quand même une grande différence entre ta première rupture du lycée où moi, mais le monde s'écroule, quoi. Enfin, j'arrivais plus à respirer. J'étais genre, oh mon Dieu, quel enfer et tout. Avec le lycée tout autour et la cour de récré qui fait quoi, ils sont plus ensemble. Enfin, c'était une telenovela, quoi. Et donc, non, la vraie vie, c'est pas ça. Et il y en a qui se passeront plus doucement. Je sais pas si c'est vraiment un conseil, du coup, ce que je raconte là, mais il y a un truc le conseil, on va faire court et concis. Accepte ça et sache que tout va bien aller. Enfin, il n'y a pas de... Accepte, sois triste, fais-toi ton kiff, écoute ta musique triste, mets-toi dans le fond de ton lit et tout, et ça ira, ça va aller. C'est pas la fin du monde, quoi. Trop bien. Louise, t'as un conseil ? Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, et notamment avec le conseil de s'aimer soi-même autant qu'on aime l'autre, parce que souvent on voit chez de très jeunes couples des gens qui s'oublient complètement et qui se mettent à vivre complètement à travers l'autre, et parfois l'autre qui en profite, qui du coup exerce de l'emprise, et là ça crée des violences. Donc voilà, dans le cadre d'une rupture donc saine, et pas dans le cadre d'une rupture où il y a eu des violences, je dirais peut-être voir la beauté dans ce qui se passe, voir la beauté dans des sentiments qui sont très puissants. Essayer de se dire ok, là je suis en train de vivre quelque chose qui est extrêmement fort, mais qui est aussi un sentiment humain que je vais ressentir encore de nombreuses fois, et du coup c'est le signe aussi que je suis en vie et que je ressens des choses et que j'évolue et qu'il se passe voilà. Quand on ressent plus rien, en effet, c'est ce que tu disais, c'est la mort. Donc voilà, essayer de se dire c'est vraiment très désagréable, je suis en train de vivre un gros moment de merde, pour autant ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma construction, et puis ça va passer. Je ne sais pas si on est capable de le faire à 14 ans comme on est capable de le faire à 40, pour autant on peut essayer de s'entraîner, voilà, avoir un peu cette beauté, et j'encouragerais aussi pas mal à ce que j'appellerais le sublimer, c'est-à-dire à essayer de se dire ok, qu'est-ce que je vais regarder comme série qui parle de ça, qui va me faire voir le truc différemment. Peut-être, je sais pas, moi à l'époque quand j'étais jeune, on regardait Sex and the City parce que c'était ça la série qui faisait du bien. Aujourd'hui c'est sans doute autre chose, mais essayer de se mettre aussi dans un truc un peu d'empathie et d'ouverture vers le reste, regarder une série, écouter un podcast, écouter des chansons et tout qui parlent de ça. Je pense que ça peut aussi aider à se sentir un petit peu moins seul et à reconnaître le caractère finalement extrêmement universel en fait de ces sentiments qui sont beaux et qui font partie de la vie. L'art c'est bien aussi. L'art c'est bien. Juste
Ça aide. Tout à fait. Et Et sans qu'on ait danser. besoin d'aller voir un Mondrian, quoi. Se Ouais, dire non, mais aussi, toi, là, exactement, l'art La musique, le cinéma. sur toutes ses formes. Danse seule dans ta chambre. Ouais. Fais-toi du bien. Mais ouais, grave, bah, vous avez dit quand même pas mal de belles choses. Ouais, moi, je pense que je te rejoins aussi. Ce truc de dire t'es une belle personne, en fait. T'es une belle personne et ne mets pas toute ta valeur dans ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que là, il y a une personne qui t'a rejeté parce que tu n'es pas sa personne. Et c'est OK, ça n'enlève pas ta valeur. Ça, c'est le petit côté soignons cette blessure du rejet et de l'abandon qui peut prendre un peu ancrage justement dans ces histoires-là d'adolescence. Et même si c'est très cliché de dire aime-toi, parce que dans ces moments-là, t'as envie de dire, ah, mais super, ça me fait une super belle jambe. Rien à foutre, là, je suis toute seule. Mais c'est vrai que, mine de rien, en tout cas, voilà, t'as de la valeur et t'en auras aux yeux d'autres personnes qui croiseront ta route, ça, c'est sûr. Ouais. Et effectivement, en plus, quand on préparait l'épisode, Robin, tu nous as parlé des ruptures aussi amicales et on n'en a pas parlé. Et malheureusement, on va devoir clore. Mais tout ce qu'on vient de se dire est totalement valable et effectif pour des ruptures amicales. Les ruptures amicales peuvent faire très, très, très mal aussi. Oui, et notamment parce qu'elles sont impensées dans la société, Ouais. c'est-à-dire qu'on théorise beaucoup autour de l'amour, du couple et de comment on rompt, etc. On le fait jamais pour les relations amicales, alors qu'on ne cesse de le faire tout au long de sa vie. Donc, ça pourrait être une piste intéressante de se dire comment on rompt avec ses potes, comment on reconnaît qu'il y a eu un problème et que peut-être qu'on a envie de passer à autre chose, comment même sans se le dire, on peut s'en faire une petite philosophie, c'est peut-être l'étape d'après. Ouais, carrément. Puis on a donné 2-3 éléments de ce qui est un pote dont la relation est saine, savoir s'écouter, savoir être dans l'empathie, accueillir les émotions, la vulnérabilité. Donc tout ça, c'est des petites pistes, je pense. En tout cas, c'était important, je pense, de se le dire, que ces ruptures-là sont entières aussi et sont pas... On parlait de hiérarchie dans les ruptures. C'est pas des petites ruptures moins importantes que celles des couples, quoi. Voilà. J'ai une petite question rituelle que je pose à la fin de chaque épisode, de partager. On a parlé de musique, justement. En plus, là, on parle de rupture. Quels sont un titre de musique qui vous fait vibrer, qui parle d'amour, qui parle de sexualité, qui parle de désir ou de rupture, dans le cas de notre épisode, qui pourrait rejoindre la playlist La chose étrange qui est sur Spotify et Deezer. Alors, moi, j'ai vu que dans un épisode, il y a quelqu'un qui n'a pas su choisir. Alors, du coup, je me suis dit que j'avais le droit d'en donner 2. Du coup, je n'ai pas réussi à choisir. En premier, vraiment, pour les ruptures, il y a Casino de DC's. La voix est si bien posée, c'est d'une douceur, mais incroyable, et surtout pour quand on vit une rupture, où justement il se pose plein de questions et il raconte un petit peu sa fin d'histoire, que je la trouve incroyable. Il y a O2N au Baccarat, qui a notamment ces paroles extrêmement fortes, qui est tu n'es pas la femme de ma vie, t'es la femme de la tienne, et je suis pas l'homme de ta vie, je suis l'homme de la mienne. Ça remet un petit peu chacun en douceur à sa place pour le reste de l'histoire. Et après, il y a juste des paroles que je me répète beaucoup en ce moment, de Wallace Cleaver, qui est un rappeur. Et il y a ce truc il répète plusieurs fois merci pour la douceur, merci pour la douleur. Et ça s'inscrit dans un album qui parle d'amour. Trop bien. Trop stylé. Voilà. J'aime. C'est une façon de sublimer, ça aussi. Hein. Tout à fait. Merci pour la douceur, merci pour la douleur. Moi, je partirais, j'aime bien le R&B d'avant. Je partirais Yes. sur les Boyz II Men. J'ai cru que t'allais te lancer, Louise, en plus, quand t'as commencé avec Non, Yes, c'est yes, pas yes. c'est un flow, désolé, mais vas-y, Boyz II Men, c'est... End of the Road, c'est les chansons où, comme les clips où on est sous la pluie, on pleure, ou on est dans son lit avec sa glace, mais c'est les chansons où, même si on veut s'exprimer, on crie la chanson, on la vit. Et J'adore. c'est ce type de chanson dans les ruptures, même, ça va ensemble. Je vois pas la musique la rupture sans ces musiques-là. Ça me fait plaisir que les Boyz II Men rejoignent la playlist. Ils n'étaient pas encore là. Et c'est vrai que, bon, moi, j'avais l'impression que, tu vois, c'était ancien qu'on écoute plus ça. Non, Ça me fait plaisir. Le bac. Merci beaucoup, Jérémy. Pas de souci.
Et moi, c'est l'instant promo, mais mon prochain album, il va parler de rupture aussi. Donc, C'est vrai Voilà. Mais il n'est pas encore sorti, mais bon, c'est pas grave. Incroyable. Tu sais qu'il y en a déjà un qui a posé un flow. Hein. C'est vrai? Tu veux nous faire un petit Non, extract? on n'est pas sur Radio Nova, je ne vais pas. Ah bah d'accord, alors on parlait de Non, pas je suis pas hiérarchiser. rappeuse, je suis pas rappeuse, ça va être ridicule. T'as Non, besoin je vais pas d'un faire. groupe, t'as besoin de bas, de Ouais. Bah, tu reviens alors. Je reviendrai quand ça sera sorti. Après, c'est un bête de studio. Hein. J'avoue, en vrai, ce serait fou. Non, mais donc je reviendrai quand il sortira. Je ferai la vraie promo d'un vrai. Grave. Non, sinon, mettons du Michel Legrand dans cette playlist. Yes, bien sûr. Moi, je ne jure que par cet homme, ce compositeur, et les Demoiselles de Rochefort, qui est ma Bible. Et je l'ai même tatoué sur mon bras, hein, c'est un peu grave. La chanson d'Andy, ça s'appelle. La chanson d'Andy, qui est chantée par Gene Kelly. Et il dit qu'il n'était amoureux que de musique jusqu'à ce qu'il la rencontre elle. Et donc ça parle pas de rupture, ça parle d'amour, ça parle de son amour pour la musique. Il dit je n'étais amoureux que de croche ou de ronde, c'est ce que j'ai mis sur mon petit bras. Et c'est une chanson, la chanson la plus importante pour moi. Donc je serais ravie qu'elle rejoigne. Ah, trop beau, c'est précieux. Mais c'est pour moi une œuvre très. Enfin, le travail de Michel Legrand, c'est majeur dans la musique et dans ma vie. Donc oui, il faut écouter Michel Legrand. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Louise, t'en avais? Ouais, moi j'aime bien, dans le genre, un peu comme ce que tu disais pour chialer sous la couette, moi j'aime bien Love of My Life de Queen, qui est une chanson qui parle aussi de comment on est trop triste quand c'est terminé. Et voilà, je pense que, je sais pas dans quelles circonstances cette chanson a été écrite, mais je pense que c'était bien la galère. Et c'est une chanson que je trouve très belle, donc je la recommanderais. Trop cool. Et ben bon, hop, ça part dans la playlist. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour parler rupture. Comme toujours, on aurait pu en parler encore. Je suis sûre qu'on a oublié plein de choses, mais on a essayé au moins. Et j'espère qu'on aura apporté un petit peu de douceur. J'espère que certains ou certaines vont nous écouter au fond du seau, peut-être sous leur couette avec de la glace. Et les Boyz II Men. Et que ça va faire partie, et ça Boyz ira II Men, mieux. voilà, et que ça va faire partie d'un petit processus de guérison petit à petit, que ça sera une partie de leur de quelque chose qui fait du bien. Voilà, courage, ça va aller. Et puis pour tous les autres, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Super, bravo. Très doux comme moment. C'est très doux, je suis d'accord, c'est toujours comme ça ici. Enfin, les seules fois où je suis venue, tu parles. Non mais bravo parce que vous avez dit des trucs mais tellement justes. Moi j'ai l'impression d'avoir été plus